Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau webinaire, donc à l'occasion de Novembre Bleu. Nous allons parler de la santé de l'homme, cette fois-ci la santé masculine, après avoir traité la santé féminine pour Octobre Rose. Donc à l'occasion, nous sommes avec notre infirmier Benjamin qui va traiter le petit programme que vous pouvez voir déjà sur les slides normalement. Donc n'hésitez pas, nous vous réservons un petit temps de questions-réponses à la fin, donc d'ici 45 minutes. Vous pouvez déjà écrire dans le chat qui est sur la droite si vous avez des questions et on y répondra au fur et à mesure. C'est tout bon pour vous, Benjamin? C'est parfait pour moi, Monsieur Pommiès. Merci beaucoup. Merci. Allez, en avant. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Benjamin, je suis infirmier libéral. Je suis un passionné de santé publique et je suis ravi de vous avoir aujourd'hui. Vous allez entendre un petit peu parce que j'ai un petit accent. Voilà, je suis de Montpellier. Voilà, désolé pour le petit accent, mais voilà. Mais d'abord, je voulais vous dire bravo déjà d'être ici. Parce que c'est pas facile hein, à 13 heures que de choisir de parler de santé masculine. Et déjà pour moi, c'est déjà un premier acte de prévention. Parce que soyons honnêtes, on est dans un domaine où historiquement, hein, ça c'est sûr, l'approche masculine c'est plutôt ça va, ça ira, c'est rien, j'en parlerai quand j'aurai un brin moins. Alors, autant vous dire que cette stratégie, ça n'a jamais fait ses preuves. Donc, je vous le dis, c'est véridique. Donc, du coup, on va voir pendant ces 45 minutes quelque chose de très simple, de très concret, d'utile et d'à la fois ludique. Pas de langage compliqué, pas de cours magistral. C'est juste des clés faciles à appliquer pour mieux comprendre votre corps et surtout mieux l'écouter avant qu'il hurle, en fait. Parce que la santé masculine, c'est pas que des muscles ni de la testostérone. On va parler de prévention, on va parler de dépistage, de sexualité, de fertilité, de cancer, de santé mentale, mais de façon vivante, bienveillante et sans tabou. Et à la fin, les 15 minutes où on pourra discuter ensemble, si vous voulez, par écrit ou oral, où je pourrai vous répondre à vos questions. Bon, j'espère que vous êtes bien installés, d'accord? Et on va commencer par un petit chiffre qui parle de lui-même. Alors, c'est moi qui enclenche. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Parce que parfois, les chiffres parlent mieux que les mots. Aujourd'hui, en France, l'espérance de vie moyenne des hommes, elle est d'environ de 79 ans, contre 85 ans pour les femmes. Donc vous voyez déjà, on a 6 ans de retard sur la ligne d'arrivée. Et pourtant, ce n'est pas parce que les hommes sont moins solides. Non, non, c'est beaucoup plus simple. C'est qu'ils consultent moins souvent, plus tardivement, et parfois jamais. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est totalement modifiable tout ça. C'est pas une fatalité, c'est juste un mode d'emploi qu'on n'a pas reçu à la naissance. Et aujourd'hui, justement, on va le construire ensemble. Un mode d'emploi simple, clair, pour gagner des années de vie et surtout des années de bonne vie. Donc, on va casser les tabous et une statistique à la fois. Et d'ailleurs, je vais commencer par vous poser une question. Hop, voilà. Je vais commencer à vous poser une question qui va s'afficher. À quand remonte votre dernier bilan de santé? Moins d'1 an? 1 à 3 ans? Plus de 3 ans? Jamais, hein, soyons honnêtes, c'est possible. Un bilan de santé, c'est quoi? C'est un rendez-vous avec un médecin, avec un bilan sanguin complet, voilà, qui a été prescrit. À quand ça remonte, ça? Bon, si vous réfléchissez trop longtemps, c'est probablement que ça fait beaucoup trop longtemps. Si vous voulez me l'écrire sur la conversation, ou sinon, c'est pas grave. Ça va venir peut-être plus tard. 1 mois, très bien. Moins d'1 an, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Parce qu'en France, moins d'un an, ok, très bien, très bien, très bien. En France, les hommes consultent en moyenne moins que les femmes. Ça, c'est statistiquement, c'est ça.
Et cette différence, en fait, elle devient encore plus nette entre 30 et 50 ans. Une période où, paradoxalement, on cumule responsabilité, travail, famille et stress. Bref, c'est exactement le moment où il faut surveiller son tableau de bord, un petit peu. C'est aussi le moment où beaucoup s'en éloignent, hein. Avoir un médecin traitant, et faire un bilan régulier, c'est pas être fragile, non, c'est être responsable au final. C'est choisir d'être présent, longtemps pour soi, mais aussi pour les autres. Et je vous promets une chose, prendre soin de sa santé n'enlève absolument rien à la force masculine. Au contraire, ça la construit, en fait. Donc maintenant que je vous ai posé les bases, on va parler de ce que signifie vraiment prévenir. Euh, Généralement, on a une vision super simple, parfois beaucoup trop simple, de la santé chez l'homme. Je vais chez le médecin quand j'ai mal. Ok, pourquoi pas. Mais en réalité, la santé, elle est particulièrement la santé masculine. Elle ne se résume pas à réagir quand quelque chose ne va pas. La prévention, c'est tout ce qu'on fait en amont, bien avant les symptômes, pour éviter d'avoir à courir après le problème plus tard. Ça commence par des piliers fondamentaux, comme vous voyez là. Bien s'alimenter, dormir, bouger régulièrement, gérer le stress, ne pas garder tout pour soi et aussi faire des bilans réguliers. Et pour bien prévenir, il y a une étape essentielle en fait. C'est connaître quoi en fait? Son corps, son propre corps. Comprendre comment il fonctionne. Euh, Repérer ce qui est normal pour soi et reconnaître quand quelque chose change. Parce qu'une grande partie de la santé masculine reste hyper taboue. Aujourd'hui encore, hein, en 2025. Ou alors elle est reléguée dans la catégorie on n'en parle pas, c'est intime. Aujourd'hui, je vais vous les lever ces tabous. Non pas pour dramatiser, mais pour donner à chacun les bons réflexes. Par exemple, on va commencer, alors n'ayez pas peur, on va commencer par l'anatomie simple. La- L'étape, c'est de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Pas besoin d'être médecin, hein, d'accord? Vous n'allez pas ressortir avec votre diplôme de médecin ni de retenir ces mots compliqués, hein, d'accord? L'idée, c'est simplement de comprendre les grandes fonctions et ce que ça implique pour notre santé au quotidien. On va commencer par la partie la plus emblématique et souvent la plus silencieuse quand il s'agit de prévention. Les testicules, ils produisent les spermatozoïdes. Ça, vous devez le savoir. Et la testostérone, c'est l'hormone clé du développement masculin. Juste derrière, vous voyez, il y a l'épididyme, ce qu'on appelle. C'est une salle de maturation où, vous savez, les spermatozoïdes, en fait, ils vont devenir fonctionnels. Ensuite, on a le canal déférent, mais en fait, c'est les canaux déférents qui transportent ces spermatozoïdes jusqu'à l'urètre. Et l'urètre, c'est le même canal qui permet l'évacuation de l'urine. La prostate, la copine, là, elle est souvent méconnue. Elle produit une partie du liquide séminal. C'est une petite glande, en fait, mais elle a un super grand rôle. Et autant le dire, elle mérite qu'on ne l'oublie pas. Et enfin, le général, là, le pénis, en fait, qui est une structure vasculaire et nerveuse très sophistiquée, elle est constituée de tissus qui permettent l'érection grâce à un jeu de circulation sanguine et de signaux nerveux. Retenez ça parce que je vais en parler un peu plus tard. Tout ce système, vous voyez, fonctionne ensemble. C'est pour ça qu'un trouble sexuel, une gêne, un changement, peut parfois être vraiment le premier signe d'un problème beaucoup plus global. Donc, il faut retenir ça. C'est que lorsque le corps y parle, même discrètement, il vaut toujours mieux écouter que ignorer. Maintenant que je vous ai posé le décor un petit peu, on va passer à un sujet un peu plus sérieux, mais essentiel, c'est les cancers masculins. Il y a un sujet qu'on ne peut pas éviter, c'est ces fameux cancers. Alors, je sais, c'est pas un mot facile. Mais c'est un sujet où l'information, vraiment, elle sauve des vies. D'accord. Ce qu'il faut retenir, c'est que la majorité des cancers masculins, ils sont hyper bien pris en charge lorsqu'ils sont détectés tôt.
d'accord? Dans certains cas, plus de 90% d'entre eux peuvent être guéris. Oui, j'ai bien dit 90% en fait, surtout lorsqu'ils sont identifiés au début. Le problème, c'est qu'ils sont souvent super silencieux au départ. Et ouais, il y a pas de douleur, il y a pas de signe alarmant et parfois, il y a une petite gêne qu'on va mettre sur le compte du stress, de l'âge et simplement du: «Allez, ça va passer». Et pourtant, il y a des gestes simples, hein, qui peuvent faire la différence. Il y en a 3: l'autopalpation mensuelle des testicules, un dosage PSA, discuter avec son médecin et un test colorectal à partir de 50 ans. Vous voyez? Il y en a 3. 3 actions. Quelques minutes par an, et un impact qui est immense. Chaque cancer a sa propre logique, en fait, son âge de prédilection, et ses signes d'alerte. Moi, mon but, c'est pas de vous inquiéter, pas du tout, mais c'est de vous équiper, en fait. Parce qu'être acteur de sa santé, c'est se donner, la meilleure des chances. C'est évident. Alors un autre petit quiz. Rassurez-vous, il n'y a pas de note à la fin, d'accord? Heu, Selon vous, quel est le cancer le plus fréquent chez les hommes en France? Celui des testicules, de la prostate, du poumon et colorectal? Je vous laisse répondre, je vous laisse quelques secondes. Parce que ce type de question, il est important. Prostate, oui, pas mal. Prostate, colorectal, ouh, j'ai des bons élèves aujourd'hui, hein. J'ai des bons élèves, super. OK. Alors, cette question, comme je vous disais, elle est hyper importante. Parce que la perception qu'on a du risque n'est pas toujours alignée, en fait, avec la réalité médicale. Par exemple, beaucoup pensent spontanément au cancer du testicule, ce qui n'est pas le cas chez vous, parce qu'il touche l'intime, d'accord? Et qui concerne souvent des hommes super jeunes. Et d'autres pensent au poumon, car c'est l'un aussi, des plus médiatisés. Mais le plus fréquent, en fait, dans tout ça, c'est bien celui de la prostate. Vous avez raison. Le second, le plus fréquent, c'est le cancer du poumon, qui malheureusement reste l'un des plus mortels, hein, principalement à cause de quoi? À cause du tabac. Et ensuite en vient le cancer colorectal, qui est un cancer qui est très fréquent, mais heureusement celui-là, il est largement évitable et guérissable lorsqu'il est détecté tôt. Et enfin, en dernier lieu, il y a le cancer des testicules. Il est bien plus rare, celui-là, mais il touche des hommes beaucoup plus jeunes. Et c'est justement pour ça, qu'il est essentiel d'en parler. Parce que pour moi, dans cette tranche d'âge, on a parfois tendance, à penser qu'on est invincible et à ignorer du coup, les signaux du corps. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces cancers ne se valent pas, ni en fréquence, ni en âge, ni en évolution. Et qu'à chaque période de la vie masculine, il existe un réflexe de dépistage adapté. Donc, comprendre chacun d'eux, euh, savoir quoi surveiller et surtout ne pas attendre qu'un symptôme soit lourd pour agir. Donc, on va commencer par le plus précoce, le cancer des testicules. Alors, comme je vous ai dit, c'est un cancer qui est rare, mais c'est le cancer le plus fréquent chez les jeunes hommes. Quel âge? Entre 15 et 35 ans. C'est pas un sujet dont on parle beaucoup, hein, encore aujourd'hui en 2025. Et pourtant, là encore, plus il est détecté tôt, meilleur est le pronostic. Juste pour la petite info, il existe 3 grandes familles, de tumeurs. Ça, c'est vraiment, juste pour vous, que vous le sachiez, il n'y a pas besoin de savoir, automatiquement. Les premières, c'est les tumeurs germinales séminomateuses. Elles apparaissent après 40 ans. Après, il y a les tumeurs germinales non séminomateuses, plus chez les jeunes adultes. Et enfin, un groupe qui est beaucoup plus rare, c'est les tumeurs non germinales. Donc, je vous dis, il n'y a pas besoin de retenir ces termes. Mais ce qui compte, c'est de savoir quand consulter et quand sont les facteurs de risque connus. Le principal facteur identifié, c'est quoi? C'est l'antécédent de cryptopyridie. Qu'est-ce que c'est ça, ce mot-là? C'est un testicule, en fait, qui ne serait pas descendu correctement à la naissance. Et lorsqu'il n'est pas corrigé avant l'âge de 2 ans, le risque, il est multiplié par 10. C'est énorme. Il y a d'autres éléments.
l'atrophie testiculaire, donc le testicule qui se réduit, des antécédents familiaux, les infections au VIH et aussi probablement l'exposition à certains perturbateurs endocriniens, puisqu'il y a des études qui commencent à sortir depuis 2024. Il y a un point qui est hyper important en fait, c'est que ce cancer, il ne vient pas d'un choc, il ne vient pas ni d'un sport, ni d'une mauvaise habitude. Donc il ne faut pas avoir de culpabilité. D'accord? Juste de la vigilance et du bon sens. Ce que vous devez retenir, c'est que l'information et l'écoute du corps sont vos meilleurs alliés. Ça, c'est sûr. Prochaine étape, on va voir comment le dépister soi-même. Comment on le repère tôt? Parce qu'ici, le dépistage, il est simple et rapide et peut littéralement sauver une vie. Le premier outil, que vous voyez ici, c'est l'autopalpation testiculaire. Alors là, autant vous dire qu'il n'y a rien de médical compliqué. D'accord? C'est juste un geste hyper simple à faire une fois par mois. Idéalement, après une douche bien chaude, quand la peau elle est détendue. Comment on fait? Avec le pouce et l'index et les deux autres doigts, en fait, vous roulez doucement chaque testicule entre les doigts pour repérer en fait quoi? Une masse dure, une zone inhabituelle ou une sensation de lourdeur nouvelle. Donc, vous voyez que ça va vous prendre 30 secondes. Et c'est pas un examen, c'est pas, comment ça s'appelle, un examen inconfortable. Non, c'est un réflexe de santé, en fait. Ensuite, si vous remarquez quelque chose, bien sûr, d'inhabituel, l'étape suivante, elle est hyper simple. Consultez rapidement un médecin généraliste. Un examen clinique, une échographie, et souvent en quelques heures, on obtient des réponses hyper claires. Mais le message est simple. Le doute, ce que j'ai l'habitude de dire à mes patients, le doute mérite toujours une vérification. Parce que dans la grande majorité des cas, il n'y a rien de grave. Mais dans les situations, vous voyez, où c'est sérieux, agir tôt, en fait, change quasi tout. Parce que plus de 95% de guérison lorsque le diagnostic il est déjà précoce. Donc maintenant, on va passer sur le cancer le plus fréquent, celui de la prostate. La prostate, on vous rappelle le petit dessin, c'est une petite glande, en fait, qui est située sous la vessie et elle joue un rôle clé dans la fertilité en produisant une partie du liquide séminal. Ce cancer, il touche principalement les hommes à partir de 50 ans. Et il est beaucoup plus fréquent avec l'âge. Donc, rare avant 40 ans, mais au-delà de 65 ans, le risque, il augmente nettement. Dans la majorité des cas, il évolue très lentement. Donc ça, c'est quoi? C'est une super bonne nouvelle. Parce que ça signifie quoi? Que le dépistage précoce, il est hyper efficace. Et qui permet, en fait, dans beaucoup de situations, de traiter tôt et de guérir. Il existe, pour votre info, plusieurs zones dans la prostate. Mais la plus concernée par le cancer, c'est ce qu'on appelle la zone périphérique. La glande est là, donc la zone périphérique, bien évidemment, c'est autour. Et ça peut se faire évaluer par quoi? Lors d'un toucher rectal. Là, je sens que je vais perdre du monde. Ne vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer ça. Les facteurs de risque, qu'est-ce que c'est? Sont bien identifiés. L'âge, le plus important. Les antécédents familiaux, si vous avez déjà aussi des prédispositions génétiques. Et probablement aussi des facteurs liés au métabolisme et à l'alimentation. Ça, c'est sûr. Un point essentiel qu'il faut retenir. Avoir un risque plus élevé, c'est pas être condamné. Ça signifie simplement que le suivi, il doit être beaucoup plus attentif. Ce qu'il faut retenir, c'est que le cancer de la prostate, bien qu'il soit fréquent, ça c'est sûr, est aussi l'un des plus traitables lorsqu'il est détecté à temps et tôt. Voyons maintenant quels sont les examens qui sont utiles. Parce que, pardon, la bonne nouvelle, en fait, c'est que ça repose sur deux outils simples et complémentaires. Le premier, allez, on y va, cash, c'est le toucher rectal. Okay. Alors, je sais, c'est un examen qui est rapide, qui est indolore, je vous le confirme, d'accord, qui est gênant, je peux le comprendre, mais qui permet vraiment au médecin
de sentir la prostate et de repérer un éventuel nodule ou une zone anormale. Alors, ce n'est pas un moment qu'on attend avec impatience, je le sais, mais il fait vraiment partie des bilans importants et il peut littéralement sauver des vies. Ok. Donc, comment ça se passe ceci? En fait, vous êtes en décubitus dorsal, ce qu'on appelle, c'est que vous êtes couché un petit peu sur le côté, les jambes un peu relevées. Le médecin va prendre un gant, va prendre au niveau de l'index et on va pas mettre le poing, d'accord? On va mettre juste une partie du doigt, d'accord? Il va pouvoir aller toucher tout doucement avec à l'aide d'un gel anesthésiant, hop, savoir la zone périphérique de la prostate. C'est ça le toucher rectal. Et ça prend quoi? 4 secondes. C'est tout. Le second outil, c'est le dosage du PSA. PSA, c'est l'antigène spécifique de la prostate. Alors ça, c'est une simple prise de sang, c'est très simple. La PSA, c'est une substance produite par la prostate et on va dire qu'un taux élevé peut être un signal d'alerte. Pour la petite histoire, il est recommandé, si vous devez faire un dosage du PSA, d'éviter, parce qu'il faut, moi je le répète chaque fois aux patients, vraiment il est recommandé d'éviter l'éjaculation dans les 48 heures, parce que, qui précède en fait le prélèvement, parce que ça peut légèrement augmenter le taux en fait. Donc là, l'important, c'est l'évolution dans le temps. On ne va pas regarder une valeur isolée comme ça de la PSA. Ah, waouh, la PSA, elle est de temps, super, ok. Non, on va observer l'évolution d'une année à l'autre. Ces examens ne signifient pas qu'il y a forcément un problème. Ils servent à surveiller, à agir au bon moment et surtout à éviter que la maladie en fait soit détectée trop tard. Donc en pratique, on en discute dès 50 ans et parfois plus tôt si on a un risque particulier, hein, comme des antécédents familiaux, ce que je vous disais. Mais le message est super clair là, et super simple. C'est que le dépistage précoce, c'est un geste de bon sens. C'est absolument pas un signe de faiblesse. Vous voyez? Donc on va passer au troisième grand volet des cancers masculins, le colorectal. C'est l'un des cancers les plus fréquents chez l'homme et aussi l'un des prévisibles et prévenables. Dans environ 80% des cas, il commence par un polype bénin, okay, qui met, on va dire, plusieurs années à devenir cancéreux. Donc ça signifie une chose super importante, en fait. C'est qu'on a une vraie fenêtre d'action. Du temps pour détecter, pour surveiller et intervenir si nécessaire. Ce cancer, il touche surtout après 50 ans, ce que je vous disais. Alors, que ce soit homme ou femme, hein, bien évidemment. Mais chez l'homme, le risque il est légèrement plus élevé. Quels sont les facteurs de risque? L'âge, encore. Les antécédents familiaux, si vous avez de la famille, notamment la famille proche, qui ont déjà eu un cancer colorectal. Une alimentation trop riche en viande rouge et charcuterie et pauvre, du coup, en fibres. La sédentarité, bien évidemment, le tabac et l'alcool, et aussi certaines maladies inflammatoires de l'intestin. Mais là encore, j'ai une super bonne nouvelle, c'est que ce cancer, il peut être évité et détecté tôt, pardon. Il est guérissable dans plus de 90% des cas. 90, c'est énorme. Donc le dépistage, il est simple, il est gratuit, il se fait à la maison, tous les 2 ans, entre 50 à 74 ans. Donc si vous êtes vraiment dans cette tranche d'âge, là, vous aujourd'hui, ou si quelqu'un dans votre entourage y est, c'est vraiment un réflexe santé essentiel. On va voir là maintenant ensemble précisément quels sont les signes à surveiller et comment ça fonctionne, du coup, ce dépistage. Comment on détecte en fait ce cancer? Tôt, en fait. D'abord en connaissant les signes qui doivent alerter, même si, je vous le rappelle, ce cancer, il peut évoluer lentement sans symptômes, ce qui rend vraiment le dépistage encore plus important. Les premiers signes, ça serait une présence de sang dans les selles, un changement du transit qui dure, genre de constipation ou diarrhée inhabituelle, des douleurs abdominales répétées sur plusieurs jours, une perte de poids inexpliquée en très peu de temps,
une fatigue marquée, parfois liée à une anémie. Si ces signes ils apparaissent, il ne s'agit absolument pas de paniquer, pas du tout. Vous les avez maintenant, mais de consulter rapidement. Maintenant, parlons du dépistage un petit peu de routine. À partir de 50 ans, comme je vous disais, jusqu'à 74 ans. Un test simple, gratuit, est proposé tous les 2 ans. Okay, donc ce test, il se fait chez soi en quelques minutes et il est 100% pris en charge. Vous pouvez le retirer à la pharmacie avec votre carte vitale, même si vous n'avez pas le bon de votre caisse primaire d'assurance maladie. Soit à la pharmacie, soit chez votre médecin traitant, bien évidemment, et vous le faites tout ça à la maison. Ce test, il va permettre de détecter des traces, mais alors infimes de sang, invisibles à l'œil nu. Et si le test il est positif, ça signifie qu'il n'y a pas qu'un... non, je veux dire, ça signifie pas qu'il y a un cancer. D'accord? On ne va pas se remédier à que ça. Mais ça justifie quand même une coloscopie qu'on va devoir faire pour vérifier et au besoin retirer en fait des polypes avant qu'ils n'évoluent. Donc pour prévenir ce cancer, les piliers, ils sont très simples en fait. Une alimentation riche en fibres, une activité régulière, une consommation modérée d'alcool et l'arrêt du tabac, hein, bien sûr, parce que si besoin, avec un accompagnement, si vous le souhaitez. Il y a un détail que j'aime bien rajouter aussi, c'est la vitamine D. Surtout en hiver, elle peut jouer vraiment un rôle protecteur et elle est recommandée dans certaines régions beaucoup moins ensoleillées. L'idée, c'est pas de changer du jour au lendemain, vous savez, mais de mettre les chances de son côté pas à pas. Maintenant, on va voir et on va parler d'un autre aspect qui est important et pas moins. C'est la santé, sexualité et fertilité. D'accord? Parce que là aussi, le corps, il parle. D'accord? Et il faut savoir l'écouter. Alors, ce sujet, c'est parfois un petit peu délicat. Mais c'est aussi l'un des plus révélateurs de notre santé générale. D'abord, il y a une réalité importante. Dans environ 40% des cas d'infertilité, l'homme est concerné sans souvent le savoir. 40%. L'infertilité masculine, c'est quoi en fait? Elle peut venir d'une baisse du nombre de spermatozoïdes, d'un problème de mobilité ou d'une anomalie de leur forme. Et elle peut aussi être liée à une obstruction, à des infections passées ou à des facteurs génétiques et hormonaux. Mais il y a un autre point qui est essentiel, c'est la fonction sexuelle, en particulier l'érection, qui peut être un véritable message du corps. Vous allez voir, je vous en ai parlé tout à l'heure. Un trouble de l'érection, en fait, persistant, c'est pas seulement une gêne ou un tabou, non. Il peut être l'un des premiers signes d'une maladie cardiovasculaire, d'un diabète ou d'un problème lié au cholestérol. Pourquoi? Parce que, vous vous rappelez le schéma, les artères du pénis sont parmi les plus petites de notre corps. Lorsqu'elles se bouchent ou lorsqu'elles se rigidifient, ça peut apparaître bien avant un problème cardiaque ou vasculaire bien plus grave. Alors vous voyez que ce n'est pas un sujet de honte pour nous, les professionnels de santé, ni un signe de faiblesse. C'est un signal hyper précieux, en fait. Ce signal, c'est ce que le corps envoie pour vous protéger, en fait. Et c'est aussi une bonne nouvelle parce que, du coup, prendre soin de sa santé, bouger plus, réduire l'anxiété, le tabac, l'alcool, faire un bilan en cas de doute, peut améliorer à la fois la santé sexuelle, mais au final, la santé en général. D'accord? Petit quiz encore. C'est pas pour vous piéger. À votre avis, combien d'années avant un problème cardiaque, un trouble d'érection peut-il apparaître? 6 mois à 1 an, 3 à 5 ans, 5 à 10 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, 6 mois, ouais. 3 à 5, ok.
Ok, merci, très bien. En fait, cette question elle est essentielle parce que un trouble de l'érection, comme je vous disais, persistant, c'est pas seulement un symptôme isolé, hein. C'est pas un symptôme isolé. C'est souvent le premier signe d'alerte vasculaire, OK? Et la plupart des hommes, ils ignorent ce lien, en fait, ou ils attendent, vous savez, avant de consulter, ou par gêne, par pudeur, ou simplement parce qu'ils pensent que ça va passer. Mais dans la réalité, ce symptôme, il peut précéder de 3 à 5 ans une maladie cardiovasculaire significative. De 3 à 5 ans, c'est énorme. Autrement dit, le corps, il nous prévient bien avant qu'un problème ne devienne hyper sérieux. Donc si ça arrive, pas de honte, pas de silence, pas d'autodiagnostic, on consulte calmement, simplement, et on fait le point avec le médecin. Dans la majorité des cas, je vous rassure, des adaptations de mode de vie et parfois un léger traitement suffisent à remettre les choses en ordre et à protéger du coup la santé globale au final. Ok. Euh, oui, donc là, on le reparle un petit peu. Donc, je vous disais en moyenne entre 3 à 5 ans, d'accord. Je vous le répète. Donc, vraiment, c'est pas un sujet honteux, d'accord. C'est un indicateur précieux, d'accord. Et le prendre en compte, c'est faire preuve de responsabilité, hein, d'accord, envers soi-même. Ok. Alors, maintenant, on va explorer les causes possibles plus en détail et comment on les prend en charge, en fait. Euh, On va commencer par l'infertilité masculine. Elle est peut-être liée à plusieurs mécanismes que vous pouvez voir là maintenant. Une anomalie ou des anomalies du sperme. Trop peu de spermatozoïdes, en fait, une mobilité insuffisante ou une morphologie altérée. Une obstruction aussi des voies génitales, des antécédents d'infection, comme quoi les oreillons à l'adolescence. Des facteurs génétiques ou hormonaux, des conditions environnementales et bien sûr, toujours le mode de vie. Tabac, alcool, sédentarité, excès de chaleur localisée, alimentation déséquilibrée. D'accord. Il y a un détail qui est aussi important que j'aime bien rajouter, euh, c'est qu'il existe des solutions médicales et des améliorations significatives qui sont possibles lorsqu'on intervient tôt. Concernant l'érection, en fait, les causes, elles peuvent être vasculaires, comme on vient de le voir là juste avant, neurologiques, par exemple, euh, après une chirurgie ou certaines maladies neurologiques, hormonales, notamment quand on a un déficit en testostérone, psychologiques, comme l'anxiété, le stress ou la dépression, médicamenteuse avec des traitements, bien sûr, et bien sûr liés au mode de vie, encore une fois. Dans de nombreux cas, ce n'est pas une cause unique, mais plusieurs facteurs combinés ensemble. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que la plupart de ces causes, elles peuvent être explorées, identifiées et prises en charge. Et que plus on en parle tôt, plus les solutions sont accessibles et efficaces. Maintenant, comment se déroule concrètement, en fait, l'évaluation médicale et les examens utiles? Parce que qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a un doute sur la fertilité ou la fonction sexuelle? La première étape, elle est simple, c'est la consultation médicale. C'est un échange, un examen clinique et un moment pour poser toutes les questions, sans jugement et sans gêne, vraiment. Ensuite, on va penser à quoi? Aux examens de première intention. Généralement, c'est une prise de sang, pour explorer l'équilibre hormonal. On va plus viser la testostérone, la FSH, la LH, je ne rentre pas dans les détails, mais aussi un bilan métabolique avec la glycémie, le cholestérol et parfois des fois la fonction rénale et thyroïdienne. Voilà aussi. Et dans le cadre de l'infertilité, on peut également réaliser un spermogramme. Cet examen, il analyse la quantité, la mobilité et la forme des spermatozoïdes. Et s'il y a une anomalie, on le répète, et je vous le répète, car les paramètres peuvent varier avec le temps et le contexte. D'accord. Et du coup, selon ces résultats,
Une échographie, on va dire une échographie testiculaire ou prostatique, elle peut être proposée. Dans certains cas, un avis spécialisé auprès d'un urologue ou d'un andrologue. Il est également important que je vous rappelle que le stress, l'anxiété, euh, la fatigue, les difficultés personnelles peuvent jouer un rôle significatif. Et parfois, un accompagnement psychologique ou sexologique peut être une partie clé de la solution, sans aucune stigmatisation. D'accord. L'objectif n'est jamais de pointer un problème, mais de le comprendre, de l'accompagner et de l'améliorer en fait. Donc vous voyez, maintenant que je vous ai parlé du corps, en fait, on va parler d'un autre pilier indispensable, c'est la santé mentale. Chez beaucoup d'hommes, la santé mentale elle reste un sujet hypersensible. Hein. C'est vraiment, pendant longtemps, on a appris à tenir bon, à pas montrer ses émotions, à pas dire quand ça va pas. Et ça fonctionne, hein, bien sûr, jusqu'au jour où ça fonctionne plus. La dépression, chez les hommes, elle ne ressemble pas toujours à ce qu'on imagine. Elle peut se traduire par quoi? De l'irritabilité, du retrait social, une fatigue constante, des conduites à risque et des fois, parfois, un recours à l'alcool ou à d'autres addictions. Et souvent, au lieu de dire je vais pas bien, on dit juste je suis, je suis juste fatigué. Ça passera. Ou, ou il y a des gens qui ne disent rien, en fait. Ce qu'il faut retenir, c'est que parler tôt, agir tôt, fait une énorme différence. D'accord. Parler à un médecin, à un psychologue ou simplement à quelqu'un de confiance, c'est un acte de courage. C'est absolument pas un acte de faiblesse. D'accord. La santé mentale, c'est pas un supplément optionnel. D'accord. Elle fait partie intégrante de la santé globale. Donc vous, si vous traversez une période très difficile en ce moment, vous devez vous rappeler, vous n'êtes jamais seul. Et il existe des ressources et des solutions. On va comprendre d'où viennent ces réticences un peu. D'accord. Pourquoi est-ce que les hommes encore ont encore du mal à parler de leur santé physique ou mentale? Une des grandes raisons, elle est très simple, ce sont les stéréotypes du genre. Pendant longtemps, dans notre société, être un homme, c'est signifier être fort, solide, silencieux, ne pas se plaindre, hein, surtout pas, hein, ne pas montrer ses émotions, tenir le coup coûte que coûte, et bien sûr demander de l'aide. Qu'est-ce que c'est? Ça pouvait être perçu comme une faiblesse. Et beaucoup d'hommes gardent pour eux, attendent, minimisent, et parfois consultent trop tard. Et ces idées, elles ont façonné des générations. D'accord. Elles ne viennent pas d'un manque de volonté, ni d'un défaut personnel. Elles viennent d'une culture, d'un modèle qu'on a transmis. Mais aujourd'hui, on sait une chose, c'est que la santé, c'est pas une question de courage silencieux. La santé, c'est une question de lucidité et de responsabilité envers soi-même, hein, et envers ceux qu'on aime. Être un homme, c'est pas tout encaisser sans rien dire. Être un homme, c'est aussi savoir reconnaître qu'on mérite d'aller bien, qu'on a le droit de demander de l'aide et que prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin des autres. Donc on va voir maintenant euh, comment et concrètement prendre soin de sa santé mentale au quotidien. Premièrement, ici, enfin non, j'aime bien dire qu'il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de grande théorie. Hein. C'est juste des habitudes, en fait, hein, simples, réalistes et hyper efficaces. Parce que, premièrement, on va parler de quoi? Du sommeil. Le sommeil, c'est notre carburant, hein, c'est notre diesel, c'est notre gasoil, voilà, pour la machine. Un sommeil suffisant et régulier réduit considérablement le stress, améliore l'humeur et aide le corps à récupérer. L'objectif, c'est 7 à 8 heures par nuit, avec un rythme assez stable. Deuxièmement, c'est l'activité physique. Bouger régulièrement, même simplement marcher 30 minutes par jour, 30 minutes, c'est-à-dire 15 minutes aller, 15 minutes retour. D'accord. Ça va libérer quoi? Des endorphines, réduire l'anxiété,
améliorer la concentration. euh, et, et en fait, ce que je dis aux patients, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être marathonien, en fait. La constance vaut plus que la performance. On est d'accord. Troisièmement, il y a l'alimentation. Ce qu'on met dans notre corps influence directement notre énergie. C'est normal. Hein. Et même notre morale, hein, en plus. Hein. Donc, plus de légumes, plus de fruits, d'oméga 3, moins de sucre, d'alcool et d'aliments ultra transformés. Quatrièmement, le lien social. Parler, rire, partager, avoir des personnes sur qui compter, c'est un facteur de protection majeur, d'accord? Même un appel rapide, vous savez, ou un café partagé pendant le temps de travail, ça peut faire la différence. Cinquièmement, l'équilibre, vie pro, vie perso. Dire stop quand il le faut, d'accord? Prendre des pauses, ne, ne pas laisser le stress déborder, l'épuisement, c'est pas un badge de courage. Non, on va pas avoir un diplôme après. Et enfin, parler de ce qu'on ressent, d'accord? Dire quand ça va, dire quand ça ne va pas, d'accord? Ça demande parfois beaucoup de courage, ça j'en suis sûr. Mais c'est aussi un geste de force et de maturité en soi. On ne va pas chercher la perfection, on va chercher le progrès en fait. Donc un petit changement à la fois et sur la durée, en fait, les bénéfices ils sont énormes. Allez, maintenant, on arrive à la fin, vous inquiétez pas. Hop, hop là, non, pas là. C'est celui-ci. Je vais y arriver. Elle veut pas. C'est bon. Oui, pour résumer. Donc, avant de conclure, d'abord la santé masculine, d'accord, c'est pas seulement réagir quand ça va mal, c'est prévenir. Observer son corps, consulter sans attendre lorsque quelque chose change. Ensuite, on a vu les 3 cancers masculins. Testicules, autopalpation mensuelle, surtout chez les jeunes gens. OK? 30 secondes. La prostate, en parler avec votre médecin dès l'âge de 50 ans. Parfois plus tôt, hein, si vous avez des antécédents familiaux. Et le côlon, c'est un test simple tous les 2 ans à partir de 50 ans, à la pharmacie ou chez votre médecin traitant. Donc vous voyez, c'est des gestes simples. Hein, il n'y a pas peu de temps. Et pourtant, ça a un impact immense sur l'espérance et la qualité de vie, en fait. Sur la sexualité et la fertilité, on va retenir que le corps y parle. D'accord? Un trouble de l'érection persistant, une chute de libido ou des difficultés à concevoir ne sont pas des sujets tabous. Ce sont des signaux de santé. OK? Et enfin, la santé mentale, prendre soin de soi, parler, demander de l'aide quand il le faut, n'est ni un aveu de faiblesse, ni un signe de fragilité. Au contraire, c'est une preuve de lucidité, de responsabilité et de maturité. Donc si vous devez repartir avec une idée aujourd'hui, ça serait celle-ci. Votre santé, ce n'est pas un détail. Elle vous accompagne chaque jour. Et elle mérite votre attention. Un petit pas par semaine, une habitude en fait à la fois, et les bénéfices s'additionnent toujours en fait. Voilà un petit peu mon petit discours sur la santé de l'homme. J'espère que je ne vous ai pas fait dormir ou autre, mais j'espère que j'ai été clair parce que je parle beaucoup aussi. Je suis désolé. Merci Est-ce que beaucoup, vous avez des Benjamin. questions? Ben de rien, merci. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Benjamin, profitez-en. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question, désolé, hein, sur le poids. Hein, c'est ça, hein, il me semble. Ouais, Alors oui, sur la perte de le poids rapide. poids. Voilà, le perte de poids rapide. La perte de poids rapide, en fait, c'est quand on perd plus de 1 kilo par semaine ou plus de 5% du poids du corps en un mois. Sans le vouloir, on va dire, et sans explication. Donc, au-delà de ces seuils, ça peut indiquer un problème de santé hormonal, digestif, euh, métabolique ou psychologique. Vous voyez? Donc,
Voilà, c'était ça quand je voulais dire une perte de poids rapide. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à en parler ce soir à vos amis, à votre famille, d'accord, de tous ces petits examens très faciles à faire à la maison et surtout d'en discuter. C'est le plus important. Et comme vous le disiez justement, c'est que tous les doutes méritent une vérification. Bien sûr, exactement. Bien sûr, bien sûr. Par le biais de médecins traitants, ouais. Ah, je vois qu'il y a une question, pardon. Alors, pourquoi une femme va voir un gynécologue tous les ans et l'homme doit aller son généraliste médecin de famille pour un toucher? Ah oui, oui, c'est bien ce que vous dites. Oui. Parce que c'est une question qui est hyper fréquente. Euh, une femme consulte un gynécologue chaque année parce qu'elle a des organes bien spécifiques. Vous voyez, utérus, col d'utérus, ovaire et sein. En fait, qui nécessitent en fait un suivi dédié, notamment pour dépister les cancers du col et celui du sein. Chez l'homme, il n'existe pas de spécialité équivalente d'obligation annuelle. Le suivi de santé masculin, il commence par le médecin généraliste qui va évaluer les risques cardiovasculaires, sexuels, urinaires, hormonaux, et qui du coup va orienter vers un urologue si besoin. Et le fameux toucher rectal, lui, bon, il n'est pas forcément toujours systématique, d'accord, après 50 ans, d'accord, et il est fait que si le médecin trouve un signe d'alerte, d'accord, et en plus, vous savez, de la prise de sang, hein, de la PSA, ça va être aussi élémentaire. Donc, la femme, c'est un suivi spécialisé régulier obligatoire, au point de vue du gynéco, et l'homme, c'est un suivi d'abord par le généraliste et l'urologue seulement si nécessaire. Je comprends que ça peut être gênant, mais il faut pas que ça le soit justement. Le médecin traitant, le médecin généraliste, il en fait, voilà, il vous suit, il vous connaît, d'accord? Et il n'y a pas de jugement, il n'y a absolument rien. Voilà, ça fait partie de la pratique. Et c'est normal que beaucoup d'hommes trouvent ça gênant, hein. Heu, il faut se rappeler en fait que d'une chose, pour un médecin, c'est un geste médical comme un autre. Il dure 5 secondes. Il n'y a absolument rien de sexuel et il permet parfois de détecter hyper tôt des problèmes sérieux de prostate. Donc, on ne le fait que si c'est nécessaire. Donc, c'est pas systématique, d'accord, et dans beaucoup de cas, on peut vraiment se contenter d'un examen clinique ou d'une prise de sang ou parfois d'une échographie. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair. Désolé, je parle beaucoup aussi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense que là, non. Très bien, merci Stéphane. Et j'en profite en tout cas pour rappeler que dans le cadre de votre contrat santé IPK, vous avez accès au service de deuxième avis. Donc, en cas de diagnostic d'une maladie difficile à diagnostiquer ou d'une maladie grave, vous pouvez bénéficier du deuxième avis d'un expert médical en quelques jours pour du coup venir conforter, donc infirmer ou confirmer le premier diagnostic et du coup vous donner potentiellement des alternatives pour les traitements ou pour le bilan. Donc, à Génial. l'occasion Bravo. de ce mois de novembre et du coup des nombreuses maladies qui sont propres à l'homme. Et du coup, voilà, ce site est aussi utilisable pour toute la famille. Donc, n'hésitez pas. Et vous avez énormément de renseignements aussi à titre informatif sur le site pour
simplement vous renseigner sur les maladies par curiosité ou pour essayer de mieux comprendre les symptômes que vous pouvez avoir, par exemple. Parfait. Profitez-en, c'est génial. Ça, ce qu'on vous propose, waouh, bravo. Moi, je Non, suis c'est indépendant enfin, de tout ça, mais ouais, ouais, non, mais c'est très enfin, pour le coup, c'est très utile, parfois, pas assez connu, donc c'est pour ça que j'en profite bien sûr, pour le rappeler totalement. et dans tous les cas, tous ces services, qui sont compris dans votre contrat de santé, vous pouvez les retrouver sur votre espace privé, sur, l'application MyIPK ou sur le site ipk.fr, comme vous le préférez. Génial. Bah, écoutez Benjamin, s'il n'y a pas Je d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir conclure le allez, webinaire. Merci beaucoup pour votre c'est présentation qui était hyper pédagogique, et très synthétique. Je pense que tout le monde repartira avec, au moins, quelques éléments, à retenir et puis surtout des bonnes pratiques à appliquer, pour sa prévention. exactement. Merci à vous, qui m'avez écouté, tout ça et n'hésitez pas à en parler et profitez de tous ces systèmes qui a été installé. Parfait. Je vous dis au revoir, du coup. Ouais, au revoir, merci beaucoup, bonne journée. Merci de même, à bientôt Au revoir. peut-être. Au revoir.